À la une de l'actualité, troisième journée de la visite du pape François en RDC, le souverain pontife a appelé les jeunes à bannir les antivaleurs pour l'avenir de leur pays. C'était au stade des Martyrs ce jeudi lors de sa rencontre avec la jeunesse congolaise. Et puis à l'international, 3,8%, c'est le niveau que pourrait atteindre la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023. Ce sont des nouvelles prévisions du FMI qui seraient dictées par la croissance économique au Nigeria. C'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'avenir du pays est entre vos mains, a dit le pape François aux jeunes Congolais et catéchistes réunis ce jeudi 2 février au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'est là avant qu'il ne leur propose 5 ingrédients comme les 5 doigts de la main pour construire le futur de la RDC. Et non qui sait. Pour ce jeudi 2 février 2023, il a communié avec la jeunesse au stade de Martyrs de la Pentecôte. La clameur monte du stade. Les gradins ont été pleins du monde. Beaucoup sont venus de t-shirts à l'effigie du pape ou même déguisés en souverain pontife. Accueilli comme une rock star au son des tambours et des chants, le pape François, à bord de sa pape mobile, a salué et béni la foule. Il a invité le jeune Congolais à être acteur de l'avenir du pays en prenant garde au tribalisme et en s'opposant à la corruption. Le Saint-Père de l'Église universelle a invité le jeune à prendre garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente, au régionalisme et au tribalisme qui sont lui semblables, renforcés dans le milieu de jeunes, et qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre, a-t-il dit. Les jeunes à leur tour, confrontés chaque jour au chômage, aux lites de pouvoir et aux violences avides d'un message spirituel, ont évoqué la notion de pardon. Nous voulons bâtir un monde meilleur, mais la crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Les jeunes ont en outre exprimé au souverain pontife leur volonté de bâtir un Congo rêvé, au-delà de multiples crises sociopolitiques, mais aussi économiques, traduite par l'insécurité, le chômage, mais aussi l'absence de plusieurs services de base. Comme Andelo, l'engouement au stade des Martyrs ce jeudi lors de la rencontre entre le pape François et les jeunes était à son comble. Au sortir de cette rencontre, sur l'avenue des Huileries, une foule immense de jeunes a été visible sur cette route. Ces jeunes se sont montrés heureux de rencontrer le souverain pontife. La rédaction de Géopolis était sur place avec la prise de vue de Stani Samba. Les jeunes Congolais ont répondu présents et en masse à ce rendez-vous, celui de rencontrer le pape François au stade des Martyrs. À la fin de cette rencontre, jeunes filles et garçons, les élèves, voire certains plus âgés, ont pris d'assaut les routes qui entourent le stade des Martyrs, à l'exemple de l'avenue des Huileries. Voir et écouter le pape, un motif de grande joie. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, puisque c'est la toute première fois de voir le pape dans notre pays, puisque ça fait au moins 38 ans que nous, dans notre génération, on n'a jamais vu le pape. La raison pour laquelle on a reçu... On a bien accueilli, on était aussi contents, on a visité notre école. À part ça, la plupart de mes potes ici étaient en joie de voir le pape. C'est la première fois dans notre pays. C'est la deuxième fois dans notre pays qu'on reçoit le pape en RDC. Dans son mot, le pape a appelé les jeunes à bannir les antivaleurs, notamment la corruption, le tribalisme, le régionalisme et autres pour le développement de la RDC. Des messages qui ont intéressé les participants à la rencontre. Le message fort qui m'a beaucoup plus tissé, c'est par rapport au message du pape, par rapport à ce qui est de la corruption. Il a martelé beaucoup plus sur ça. Étant jeune, vous devriez prendre votre destin en main. Que lorsqu'on vous propose de l'enveloppe, soyez toujours chrétien à refuser et puis aller de l'avant. Le message de pape a été fort et direct pour le jeune. Nous sommes dans un pays pauvre. Quand quelqu'un vous amène déjà le message du développement, ça frappe et ça éthique. Au Congo, les gens parlent de la jeunesse, on dirait négligée,
et comment je peux dire faibles, irresponsables. Mais quand le pape nous considère déjà, il nous met au centre du développement, déjà ça fait plaisir. Certains plus âgés aussi, bien que l'activité soit réservée aux jeunes, n'ont pas pu s'empêcher d'être là, car selon eux, la présence du chef de l'Église catholique est un espoir de réponse à leurs problèmes. Nous sommes heureux de le voir, que le pape nous aide à éradiquer la souffrance dans ces pays, que l'on vive dans la paix dans ces pays, c'est notre terre. Le pape François quittera Kinshasa ce vendredi pour le Soudan du Sud. Bien avant, il va d'abord rencontrer les évêques au centre interdiocésain. Après le stade de Martyrs ce jeudi, il a rencontré les religieux à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa et les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature. Dans le même registre, on a tous vu les images de l'estrade du stade des Martyrs qui a été effondrée. La réhabilitation n'avait pas tardé. La preuve, c'est l'activité de ces jours. Mais le gouvernement a veillé au grain pour ce résultat. La veille de cette rencontre entre le pape et les jeunes, le Premier ministre était sur place tard dans la soirée du mercredi pour se rassurer de toutes les dispositions prises, suivi le chef du gouvernement, Samuel Kondé, après son inspection. Voilà, je vais rappeler qu'à la suite d'une forte pluie que nous avons eue avec beaucoup de vent la nuit du 29 au 30, nous avions constaté que sur le site, parmi tous les sites que nous avions qui devaient recevoir la visite papale, le site du stade des Martyrs avait été le seul qui avait été affecté du point de vue de la structure qui devait ouvrir en fait l'activité au niveau du stade des Martyrs. Nous avions reçu instruction, son Excellence Monsieur le Président de la République, de venir nous assurer de la sécurité, car comme vous le savez, dans le cadre de cette visite, le gouvernement a été instruit d'accompagner l'Église dans l'organisation formelle, mais surtout la sécurisation de tous les événements. Et donc, nous étions ici pour faire le constat. Nous avions vu effectivement qu'il y avait des structures qui avaient bougé à la suite de ces vents violents que nous avons eus à cause des pluies. Et il fallait s'assurer d'abord que nous puissions avoir une stabilité au niveau des différentes pylônes et que tous les podiums soient stabilisés et sécurisés. Et donc, aujourd'hui, on est là dans le cadre de ce contrôle. Nous sommes à la veille de l'événement, c'est prévu pour demain, le matin, avec l'entrée pontificale ici à 9h10, dans l'organisation formelle, mais surtout la sécurisation de tous les événements. Et donc, nous étions ici pour faire le constat. Nous avions vu effectivement qu'il y avait des structures qui avaient bougé à la suite de ces vents violents que nous avons eus à cause des pluies. Et il fallait s'assurer d'abord que nous puissions avoir une stabilité au niveau des différentes pylônes et que tous les podiums soient stabilisés et sécurisés. Et donc aujourd'hui, on est là dans le cadre de ce contrôle. Nous sommes à la veille de l'événement, c'est prévu pour demain, le matin, avec l'entrée pontificale ici à 9h10. On va changer de chapitre à présent. Processus d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante, le membre de la centrale électorale Gérard Bissambou est à la tête d'une délégation en mission depuis mardi dans la province de Lomami pour superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Il était aussi question pour lui de sensibiliser la population à y participer massivement. Voldi Kengi. Et son arrivée à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, le membre de la plénière de la CENI, Gérard Bissambou, accompagné de sa délégation, s'est rendu au gouvernorat où il s'est entretenu avec le vice-gouverneur Jean-Claude Lumbamba Mutombo pour lui présenter ses civilités. Le deuxième objectif, c'est de mobiliser à travers la sensibilisation la population à s'accumuler davantage dans les centres d'inscription de manière à obtenir leur carte d'électeur, dans le cas de leur candidat, le droit de pouvoir élire. Le troisième objectif, en fait, c'est de voir avec l'autorité provinciale, et nous allons avoir bien sûr une rencontre avec les membres de la sécurité provinciale, les mesures d'encadrement pour la sécurisation de l'opération. Vous savez que lors de l'opération d'enrôlement, il se passe trop de problèmes qui frisent en fait la sécurité de l'enrôlement, la sécurité tant des membres des centres d'inscription que des requérants qui viennent pour obtenir la carte d'électeur. Et
pour ça, il faudra qu'il y ait une sécurité qui soit assurée, évidemment par la police. À un moment donné, si ça marche très mal, l'armée peut venir à la rescousse, mais aussi les agents de la sécurité. Gérard Bissambou a, par la suite, eu une séance de travail avec le membre du secrétariat exécutif provincial de l'Omami au bureau du secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jean-Gilles Mouniemba. Le secrétaire exécutif provincial a fait un état des lieux du démembrement placé sous sa responsabilité. À l'issue de cette réunion, Gérard Bissambou a réuni tous les contrôleurs techniques provinciaux et territoriaux dans la salle polyvalente Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial en vue de les conscientiser sur les objectifs de la mission de la CENI pour la réussite du processus en cours. Par la suite, la délégation conduite par les membres de la plénière de la CENI a visité les centres d'inscription de Cabinda pour prendre la température du déroulement de l'opération d'enrôlement et d'exhorter les requérants d'avoir au préalable toutes les informations dont la CENI a besoin. La journée a été clôturée par une sensibilisation de grande envergure au travers d'une caravane motorisée qui avait comme point de départ le siège du secrétariat exécutif provincial pour finir au marché central de Cabinda. Autre chose dans ce journal, dans le but de rajeunir l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé pour ce mois de février le recrutement des nouveaux agents et cela se fera graduellement. La précision pour les dates de dépôt de candidature sera faite incessamment. Et nous qui essayons pour le détail. Et de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de rajeunir l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a indiqué que le concours de recrutement des agents de l'État interviendra au début de ce mois de février. Jean-Pierre Liaou a fait cette annonce lors du lancement de la deuxième vague de mise à la retraite de 6369 agents publics de l'État, en affirmant par ailleurs que l'objectif du recrutement est le rajeunissement de l'administration publique. Cela dans la compétitivité pour offrir les mêmes chances à tous les jeunes Congolais. Il a précisé que le rajeunissement tant voulu est une conséquence du processus de la mise à la retraite qui est à sa deuxième vague. Pour lui, la mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre également la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités et ont été affectées ni intemporelles, non suspecto. La deuxième phase de l'opération lancée par Jean-Pierre Liaou a concerné 1032 plus hauts cadres de l'administration publique mis à la retraite par ordonnance présidentielle et 5337 autres catégories d'agents déclarés retraités par le décret du Premier ministre. Dans le secteur de défense et de sécurité, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, a, dans une parade militaire, interdit formellement aux éléments des FARDC et de la police nationale congolaise l'usage des réseaux sociaux à travers leur téléphone. Ce rassemblement militaire a eu lieu au camp militaire Vangou à Lubumbashi. Blessed Kuzola. Pendant plus d'une heure, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, a fustigé le désordre, l'indiscipline, les tracasseries et les autres antivaleurs qui se sont installés et ont pris le contrôle de l'armée et la police nationale congolaise, alors que celles-ci sont appelées à l'ordre et la discipline, étant la mère des armées. Le général, dans son allocution, a insisté sur la mission de l'armée qui est celle de défendre le territoire national ainsi que les frontières de la République démocratique du Congo et de la police nationale qui est de protéger les personnes ainsi que leurs biens, et cela doit être de strict respect dans toutes les unités. En ce qui concerne le contentieux parcellaire, contrats miniers et autres, le chef d'état-major a rappelé le cadre militaire et policier à veiller sur l'encadrement de troupes sous leurs ordres. Il a aussi rappelé que l'armée et la police nationale sont apolitiques, beaucoup plus dans les camps militaires qui doivent être caractérisés par la neutralité. Il a notamment interdit formellement l'usage du téléphone pour les militaires et policiers dans le cadre des réseaux sociaux. Usage ya téléphone ezala bakonzi ezala basoldat même bino bapolisier téléphone basalela yo po obengaka obengi soldat esukelaka wana peut-être na message
Mais oyo téléphone na yo ezokotisa yo kaka na réseaux sociaux. Epekisana interdiction formelle ya usage ya téléphone na cadre ya réseaux sociaux. Au terme de cette parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a visité le centre hospitalier du camp militaire Vangu Lubumbashi afin d'apporter un réconfort aux blessés de guerre ainsi qu'aux femmes militaires internées à la maternité et leur a rassuré de la disponibilité de produits pharmaceutiques pour une bonne prise en charge. Telle est la vision sociale du commandant suprême des FRDC et de la PNC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous suivez la grande édition de journal sur Géopolis Télévision et vous n'avez pas tort. Maintenant, nous allons parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Le gouvernement marocain a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars américains dans plusieurs secteurs d'activité. Ce travail a été fait par la Commission nationale d'investissement du Royaume chérifien. Edouard Funda pour le détail. Le gouvernement marocain a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'activité. Les secteurs choisis comprennent notamment l'enseignement supérieur, l'industrie, le tourisme et l'immobilier. D'après la Commission nationale des investissements, ces projets devraient permettre de créer 3 735 emplois directs et 23 182 emplois indirects dans le pays. En termes d'opportunités d'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur est le principal pourvoyeur avec un total de 1560 emplois directs projetés, suivi du secteur du commerce et de l'immobilier, puis du secteur du tourisme. Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 96% des investissements projetés avec près de 27,5 milliards de dirhams. Ces chantiers structurants, selon le chef du gouvernement Aziz Akanouche, contribueront à promouvoir l'attractivité et la compétitivité du royaume et à renforcer le climat de confiance qui fait du Maroc une destination d'investissement attractive. Soulignant que depuis le début de l'actuelle législature, 84 projets de convention et d'avenants ont déjà été approuvés pour un montant total de 67,6 milliards de dirhams, la création de 10 259 emplois directs et de 33 418 emplois indirects. Et puis, en 2023, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne pourrait atteindre les 3,8%. C'est ce que révèlent les dernières statistiques du Fonds monétaire international dans le cadre de ses perspectives économiques mondiales. Cette nouvelle prévision légèrement plus optimiste que celle d'octobre 2022 est motivée par l'amélioration attendue de la croissance économique au Nigeria, première puissance économique de la région en matière de PIB. Jojo Moulamba. La croissance du Nigeria devrait atteindre le 3,2% en 2023 contre 3% en 2022 grâce aux mesures prises pour résoudre le problème d'insécurité dans le secteur pétrolier, souligne le Fonds monétaire international. À l'opposé, l'Afrique du Sud, deuxième puissance économique de la région en matière de produit intérieur brut, ne devrait enregistrer qu'une faible croissance de 1,2% après le rebond économique enregistré après la Covid-19. Cette prévision, qui présente moins de la moitié de la croissance estimée pour 2022, est motivée par un recul de la demande extérieure, de pénurie d'électricité et de contraintes structurelles, souligne le rapport du Fonds monétaire international. Si les nouvelles projections pour l'Afrique subsaharienne en 2023 tablent sur une stabilisation de la croissance par rapport à l'année 2022 qui a affiché une croissance estimée à 3,8% également, le Fonds monétaire international prévoit que la production mondiale de l'année en cours devrait décroître par rapport à l'année dernière. Bien qu'il soit en hausse de 0,2 points de pourcentage par rapport aux prévisions d'octobre, le nouveau chiffre du FMI indique qu'en 2023, la croissance mondiale ne sera que de 2,9% contre 3,4% en 2022. Cette croissance est due, selon l'institution, au durcissement de politique monétaire mondiale à travers le relèvement massif de taux directeurs par le Banque centrale, aussi bien dans le pays développé que dans ceux en développement.
Cette politique monétaire a pour objectif de réduire le niveau de l'inflation qui a atteint des sommets dans plusieurs pays. Après l'institution de Bretton Woods, l'inflation mondiale devrait baisser de 8,8% en 2022 à 6,6% en 2023 et à 4,3% en 2024, mais restera au-dessus des niveaux enregistrés avant la pandémie du nouveau coronavirus. Pour 2024, le FMI s'attend à une croissance de 4,1% pour l'Afrique subsaharienne et de 3,1% pour l'économie mondiale. Enfin, en vue d'accroître la productivité agricole en Afrique et renforcer la résilience des populations, la Banque africaine de développement, les institutions financières africaines et les chefs d'État et de gouvernement présents au sommet sur la souveraineté alimentaire en Afrique à Dakar ont convenu de mobiliser 30 milliards de dollars américains d'investissement. Les fonds bénéficieront à des projets dans 34 pays du continent. Suivez nos amis d'Afrique avec. Les participants au sommet sur la souveraineté alimentaire en Afrique tenu à Dakar ont convenu de mobiliser des financements internes et externes auprès des partenaires tels que la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. 30 milliards de dollars seront engagés aux fins de stimuler la productivité agricole et accroître la résilience dans 34 pays africains. Aujourd'hui, la plupart des pays africains sont confrontés à une hausse insoutenable des prix des céréales de consommation courante. Ces hausses appauvrissent davantage les ménages, aggravent la malnutrition et peuvent générer à terme des tensions sociales. Je suis depuis longtemps arrivé, avec d'autres, à la conviction que la terre et les hommes en Afrique appellent à une vraie renaissance de l'économie agricole. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Il convient de noter que l'Afrique abrite environ 65% des terres arables non cultivées restantes dans le monde, avec un potentiel de production pouvant garantir une autosuffisance alimentaire. Toutefois, cette souveraineté nécessite un apport en technologie agricole à grande échelle et la croissance des investissements dans les systèmes alimentaires et agricoles. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Outre l'engagement des dirigeants à allouer au moins 10% de leurs dépenses publiques à l'agriculture, la déclaration de Dakar sur la mise en œuvre de la résolution du sommet a été adoptée. Elle met en exergue les défis et opportunités en matière de productivité agricole, d'infrastructures, de transformation et de valeur ajoutée, qui devront accélérer la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Voilà, c'est avec cette information sur l'agriculture dans les continents africains que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, nous allons faire place au rappel des titres. Troisième journée de la visite du pape François en RDC, le souverain pontife a appelé les jeunes à bannir les antivaleurs pour l'avenir de leur pays. C'était au stade des Martyrs ce jeudi lors de sa rencontre avec la jeunesse congolaise. Et puis vous avez suivi 3,8%, c'est le niveau pourrait atteindre la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023. Ce sont des nouvelles prévisions du FMI qui seraient dictées par la croissance économique au Nigeria. Voilà, c'est la fin. Suivi sur les programmes des